souvent, c'est quand vous diminuez l'action répressive, que vous diminuez la criminalité et les violences interpersonnelles dans une société. On estime le coût d'une procédure pour viol à 10 000 € pour une femme qui a été violée. Donc vous avez un coût financier en plus du coût psychique de l'agression. Et donc ça a été de dire, refondons nos institutions sur le vrai besoin des victimes, sur le vrai souci des victimes. Et c'est ça aussi l'abolitionnisme pénal. L'une des choses dont je rêve, c'est d'être ministre de la Justice ou ministre de l'Intérieur et de prendre un tournant dans ma vie intellectuelle, de la compléter par une vie concrète politique dans l'appareil d'État si la gauche est au pouvoir, et de vraiment peut-être écrire des lois, réfléchir à ce qu'on pourrait faire comme réforme concrète. 10 minutes pour sauver le monde. Salut tout le monde, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, le podcast de So Good, filmé qui ne dure pas 10 minutes et qui ne sauvera pas le monde hélas, mais peut-être votre journée. Aujourd'hui, on reçoit un philosophe, également sociologue, mais attention, il préfère qu'on le qualifie de théoricien. C'est une figure de la gauche radicale française et en début d'année, il a publié un livre qui le confirme, Par-delà le principe de répression, 10 leçons sur l'abolitionnisme pénal aux éditions Flammarion, le genre de bouquin qui brise la mer gelée en nous. Bonjour Geoffroy Lagannerie. Bonjour. Geoffroy, petite énigme pour commencer, pour se mettre en jambe, dans ce qui te constitue intellectuellement, il y a la figure du sociologue à la Pierre Bourdieu et celle du philosophe à la Michel Foucault. Si tu devais en garder qu'une, ce serait laquelle ? Ce serait Bourdieu sans aucune hésitation, parce que l'une des intuitions qui a été très profonde dans ma vie depuis que j'ai découvert la sociologie en terminale, c'est qu'il y a un rapport fondamental entre la connaissance du monde et la critique du monde et la transformation du monde, et que le savoir fondamental pour interroger la société et la comprendre et la mettre en question, c'est la sociologie, et notamment la sociologie critique de l'école de Francfort et de Pierre Bourdieu. Et donc pour moi, la figure vraiment la plus éminente et la plus importante dans ma formation, c'est Bourdieu. Et on a justement un doux mélange de sociologie et de philosophie dans cet ouvrage, on va s'y atteler. On a une demi-heure, Geoffroy, pour interroger, bousculer, refonder la justice. C'est parti. 10 minutes pour sauver le monde. Geoffroy, dans ton dernier livre, Par-delà le principe de répression, tu questionnes la légitimité de la justice pénale, tu critiques l'illusion selon laquelle, pour punir, diminuerait la violence, C'est certainement l'un des réflexes les plus ancrés chez l'humain, cette volonté de vengeance, de punition. Ça commence parfois très tôt, il suffit de se faire, si j'ose dire, dérober son goûter, voler son vélo, une bataille dans les couloirs. Est-ce que c'est cet inconscient un petit peu vengeur qu'on peut expérimenter même dans notre jeunesse, qui se transforme à l'âge adulte en réflexe répressif ? Alors c'est compliqué de se dire ça, parce qu'en même temps, l'une des arguments des abolitionnistes, c'est de dire que dans la vie sociale en général, dans la vie familiale, dans la vie amicale, se produisent des millions d'illégalismes par jour, et qu'on gère pas du tout de façon punitive, qu'on va gérer par des excuses, qu'on va gérer par des réparations, qu'on va gérer par ne rien faire, par des oublis, etc. Et qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai qu'il existe une pulsion fondamentale de l'homme à être dans la vengeance. Très souvent, on est dans la vengeance quand l'illégalisme vous arrive du dehors, par quelqu'un que vous connaissez pas, mais quand vous le connaissez, quand c'est votre frère, si jamais c'est quelqu'un qui pique le sac à main de sa grand-mère, en général, on va pas l'amener à la police, on va lui demander de s'excuser, de rendre le sac à main, etc. Donc il y a cette idée intéressante, c'est que la pulsion de vengeance est plutôt liée à l'extranéité de la manière dont un événement malheureux fait irruption de votre vie, et que quand c'est proche, on est plutôt prédisposé à gérer les illégalismes de manière différente. Donc je dirais pas qu'il y a de naturalité de la pulsion de vengeance dans nos sociétés. Ouais, sur ce fameux débat de façon de l'inné et de l'acquis, alors on sent qu'on en parle à un philosophe tout de suite, il y a des mots complexes qui ont été abordés. Un qui est intéressant peut-être à définir, c'est celui de l'illégalisme, qui sont ces contournements du droit qui sont plus ou moins sanctionnés. Est-ce que tu peux nous donner une définition assez simple de ce que c'est un illégalisme ? Ah oui, l'illégalisme, c'est le mot qu'on utilise depuis Foucault, depuis surveiller et punir, pour qualifier tous les actes qui transgressent un interdit. C'est un mot intéressant, le mot d'illégalisme, parce que c'est un mot qui tout de suite met au centre de la question du crime la question de l'État, qui considère que le problème qu'on aurait quand on a un crime, c'est qu'il transgresse quelque chose de l'ordre de la loi et que c'est son caractère illégal qui est son problème. Et c'est l'une des choses que va interroger l'abolitionnisme pénal en disant, en fait, est-ce que c'est si important que ça que les choses transgressent la loi, parce qu'il y a des choses qui transgressent la loi et qui sont positives, comme la désobéissance civile, comme faucher des champs d'OGM, comme une femme qui va tuer son mari qui là-bas, etc. Et à l'inverse, vous avez des choses légales qui sont problématiques dans la société, comme la famine en Afrique, comme la mort d'Adama Traoré. Et donc, vous ne pouvez pas faire un partage intéressant du monde entre le légal et l'illégal. Et donc, vous êtes amené à construire une autre éthique et une autre politique à partir d'une autre catégorie d'analyse. On y reviendra un peu plus tard à cette notion d'illégalisme qui est très intéressante et qui traverse aussi ce bouquin et d'autres que tu as écrits auparavant. Dans ce
livre précisément, tu prolonges la pensée, justement, tu parlais de Michel Foucault, le fait que punir et enfermer produit davantage de violence que de réparation. Oui. À ce titre, tu as forgé un concept dont on va parler un petit peu dans cette émission, le punitivisme. Comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui n'a pas fait une thèse en sociologie du droit ? Oui, le punitivisme, je dirais que c'est l'idéologie fondamentale qui structure nos inconscients en tant que nous vivons dans les sociétés pénales. C'est-à-dire qu'elle suppose toute une architecture. Et c'est pour ça que c'est un livre complexe et un problème complexe, parce qu'il n'y a jamais un concept qui suffit pour tout analyser. Le punitivisme, c'est d'abord de penser que quand quelque chose vous blesse, c'est un crime. Vous allez le penser à travers la catégorie de crime, alors que vous pourrez le penser totalement différemment. C'est de penser que le crime est nécessairement négatif dans une société, et que c'est toujours bon de lutter contre le crime, et que moyen de crime dans une société, mieux c'est, alors que les sociologues vous montrent qu'en fait, le crime est nécessaire dans une société. C'est penser qu'un crime doit être puni. C'est déjà pas la même chose de dire qu'il y a des crimes, et ensuite qu'on doit les punir, donc il faut qu'un appareil d'État instaure de la répression et de la souffrance à la personne qui a commis un crime. C'est un dispositif comme celui du procureur, c'est-à-dire l'idée selon laquelle vous êtes accusé dans un procès pénal, non pas par votre victime, mais par quelqu'un qui se charge des intérêts qu'on appelle de la société, ce qui est une mythologie, et qui vous accuse en ce nom-là et qui s'appelle le procureur. C'est une scène qui s'appelle le tribunal, dans laquelle vous comparaissez, vous êtes obligé de comparaître, dans lequel on vous met en question votre témoignage, dans lequel on vous parle mal, dans lequel on vous juge, etc. Et c'est une institution qui est la prison, dans laquelle on vous inflige une violence. Donc le punitivisme, c'est toute notre idéologie qui constitue notre rapport au monde, même notre rapport aux uns aux autres, qui est de penser qu'il y a crime, c'est négatif, il faut une sanction, il faut un jugement, il faut être accusé par un procureur, il faut mettre en prison. Et le principe de l'abolitionnisme pénal, c'est d'attaquer point par point tous ces éléments apparents et de produire une utopie alternative. Alors on va y revenir à la présence du procureur, à la présence de l'État dans la justice et dans le système pénal. Avant ça, sur la question du punitivisme, certains te répondraient que justement cette critique du punitivisme, elle évacue au moins partiellement la responsabilité individuelle, le fait qu'un meurtrier, par exemple, malgré son vécu, ses déterminismes, ses galères, il est responsable de l'acte qu'il commet. Tu réponds quoi à ça ? Je réponds que la responsabilité individuelle, on ne peut pas le répondre en 2 minutes, mais que la responsabilité individuelle n'est pas une catégorie pertinente d'analyse quand on pense sociologiquement la détermination et l'inscription sociale des conduites. Que dans la sociologie de l'école, dans la sociologie des goûts, dans la sociologie des choix politiques, on sait qu'une très grande partie de ce que nous sommes est façonnée par la société et une grande partie de ce que nous exprimons par nos goûts, par nos pratiques, est en fait une extériorisation d'une intériorisation préalable du monde social, ce que Bourdieu appelle l'habitus. Et de la même manière, dans les illégalismes qu'on commet, il y a des imprégnations de milieux sociaux, il y a des dynamiques sociales, il y a des accidents, il y a des fatalités, il y a des situations qui nous produisent individuellement, et ce qui fait que de très majoritairement, la problématique de la commission d'un acte ne doit pas être référée à un individu responsable, mais à une situation problème qui est responsable de la commission des actes, et que très souvent les gens, quand vous les sortez de situations qui les produisent comme producteurs d'actes violents, ils produisent plus d'actes violents parce que les situations sont plus importantes que les individus. Alors c'est justement un des exemples que j'allais citer, que tu prends comme exemple dans ton livre, tu dis qu'il est impossible de faire un lien entre hausse de la répression pénale et baisse de la violence sociale. Oui. Et pour le prouver, donc tu prends un exemple notamment moi, qui m'a beaucoup marqué, cette grève, entre guillemets, grève de la police de New York en 2014, suite au meurtre d'un Afro-Américain, Eric Garner, tué par un policier. Donc le mouvement social dure plusieurs mois et on constate a posteriori une diminution des délits et des crimes à New York, notamment chez les personnes noires. Comment t'expliques ça ? Effectivement, en fait, on a plusieurs faits dans le monde social. Le livre, il essaie de partir de faits. Et il dit quelque chose qui est assez important, je pense. Tu m'as posé la question du punitivisme. Le punitivisme, c'est un réflexe de pensée. C'est un réflexe qui nous a mis dans la tête, si on punit plus, on va lutter contre le fait. Si jamais on augmente la violence répressive et la menace de la prison, les gens vont se contrôler, etc. Et ça, c'est un réflexe, et intuitivement, ça paraît vrai. On se dit, si jamais on met la peine de mort, les gens vont moins tuer, etc. Et puis, la sociologie bourdieusienne, Durkheim, elle dit, on va compter. On va observer tout simplement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Et après, peut-être si c'est vrai, mais si c'est vrai, on verra bien, mais c'est faux. Et c'est faux. Le problème, c'est qu'on remarque que dans un nombre très important de situations, en fait, la violence pénale et la violence sociale sont conjointes et pas antagonistes. C'est-à-dire quand vous augmentez la répression pénale, vous augmentez des processus de brutalisation de la société, vous augmentez le fait que des individus qui se sentent déjà un peu précarisés dans la société vont augmenter leur mise en guerre contre la société, vont parfois même ratifier l'identité délinquante et y adhérer, et après tout se dire, moi je veux faire la guerre à la société qui me fait la guerre, et pas forcément ne plus vouloir faire du crime, mais vouloir en faire précisément parce que c'est construit pour un négatif. Et donc ce qu'on a constaté notamment aux États-Unis, mais aussi dans les études sur la peine de mort, c'est important de le dire, c'est que souvent,
c'est quand vous diminuez l'action répressive, que vous diminuez la criminalité et les violences interpersonnelles dans une société. Quand on fait des études longitudinales sur la peine de mort, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas quand les États commencent à avoir moins d'homicides qu'on peut se dire on va maintenant abolir la peine de mort. C'est quand on abolit la peine de mort que petit à petit le nombre d'homicides diminue parce qu'il y a moins de violences sociales et que l'État ne donne pas un mauvais exemple. Et de la même manière, sur des études sur la décarcéralisation qui ont été des politiques progressistes de démocrates aux États-Unis dans les États de New York et New Jersey, sur cette police qui a tout d'un coup arrêté de faire des actions proactives en se disant on va faire un chantage à la mairie pour qu'elle nous soutienne en montrant que la criminalité va exploser si on n'est plus là. Et en fait, on constate exactement l'inverse. Si la police laisse un peu les gens tranquilles, si elle met moins les gens dans des petites peines de prison, si elle brutalise moins les rapports sociaux, les gens se construisent moins comme délinquants et il y a moins de délinquance. Donc il faut être subtil. Je ne dis pas en disant ça qu'à tous les coups ça marche. Que c'est parce que vous allez abolir les prisons, abolir la police, que tout d'un coup, il n'y aura plus de crime dans la société, mécanique. Ce qui serait un simplisme. Mais en tout cas, ça existe, et donc ça montre qu'il faut penser de façon complexe, situationnelle, et pas de manière moniste, comme la droite nous fait toujours croire. Ouais, c'est la complexité de ce qui produit la délinquance et de ce qui produit la défiance. L'âme humaine, elle est compliquée. Hein. Même la catégorie de crime, elle peut attirer des gens. Vous la construisez comme un négatif social, des gens qui ont envie de faire la guerre contre la société, ils ont plutôt envie de faire du crime. Donc en fait, ça ne marche pas comme on croit le psychisme humain. Ouais. En France, comme ailleurs, il y a une partie significative de la population adhère à une forme de principe répressif. On pourrait presque parler de populisme pénal, certains adhèrent à ce terme. Toi, tu parles plutôt de principe répressif dans le livre. On sent une volonté pour certaines et certains de mettre fin à l'impunité qui s'applique notamment aux affaires politiques. On a eu une information qui est tombée il y a peu de temps avec Depardieu condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il y a évidemment Marine Le Pen qui a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité, Sarkozy à 3 ans de prison. Dans ces situations, est-ce qu'on n'est pas sur quelque part une juste application de la loi vis-à-vis de personnalités qui revendiquaient elles-mêmes la tolérance zéro ? Justement, ce qui est intéressant, c'est de reprendre la loi morale dont j'ai parlé au début de cet entretien, qui est que la peine apparaît toujours juste pour les autres et jamais pour soi. Donc évidemment, les gens de droite qui vont être punitivistes quand il s'agit des garçons dans les cités, des braquages, des garçons dans les manifestations qui vont faire un peu de confrontation avec la police, tout d'un coup, quand c'est dans leur camp, quand c'est un ancien président de la République ou la présidente d'un parti d'extrême droite, ils vont dire les juges sont brutaux, ils vont pratiquement parler comme la gauche antipunitiviste, les juges sont arbitraires, d'ailleurs elle est innocente, et c'est un procès politique, etc. Et puis de la même manière, dans les gens de gauche, quand on a un militant à soi qui est accusé, quand on a un proche qui est accusé, on va dire la justice est trop violente, etc. Mais si jamais c'est Sarkozy ou Le Pen ou Depardieu, on va dire c'est bien fait pour lui, c'est un porc, etc. C'est normal qu'il soit puni. Et donc en fait, c'est plutôt une loi morale. Ça. C'est que le punitivisme, c'est l'une des formes de la distance sociale et de la dépersonnalisation de l'autre, et de penser que la justice, c'est toujours pour les autres. Et donc effectivement, l'une des intuitions fondamentales de l'abolitionnisme pénal, c'est qu'en fait, il n'y a pas de punitivisme spontané dans la société, il y a juste des instances qui sont dépersonnalisantes, comme la justice, où on est jugé par d'autres qu'on ne connaît pas, des juges professionnels, par des jurys tirés au sort, etc. On est vu de loin, et donc on ne comprend pas pourquoi on a agi, on ne trouve pas des solutions pratiques, on n'est pas dans une forme d'empathie avec les autres, et donc l'abolitionnisme pénal essaye de penser des formes d'institutions qui seraient plus empathiques dans la proximité que dans des formes de brutalisation des rapports sociaux par des rapports bureaucratiques. Cette passion répressive, tu l'as dit en début d'émission, elle n'est pas simplement le fruit de la nature humaine, loin de là. Oui. Elle est notamment le fruit d'un système pénal qui a été inventé par quelqu'un, notamment par le juriste italien Cesare Beccaria. Moi, j'ai fait un peu de droit, donc je l'ai étudié, mais avec assez peu de recul à l'époque. Tout part de cette idée, tu as commencé à en parler tout à l'heure, que la justice appartient à l'État et qu'un litige entre deux individus concerne également l'État. Oui, c'est intéressant le droit pénal parce que ça nous est toujours présenté comme une forme d'institution rationnelle par rapport à la passion de la vengeance, et qu'il y aurait quelque chose de mythologique dans la vengeance et qu'il y aurait quelque chose de rationnel dans l'état de droit. Et en fait, quand on lit les textes de Beccaria, puis juste quand on regarde comment notre droit pénal est construit, on constate qu'il y a une dimension fondamentalement mythologique dans l'idée de droit pénal, puisque Beccaria, en 1764, qui fonde la pénalité moderne, dit « il faut abolir toute forme de crime qui ont rapport à Dieu ». Donc c'est bien ça, on est d'accord, on va pas punir une chose parce que c'est Dieu qui décide que c'est interdit, on va le fonder sur des principes rationnels et donc on va considérer que le problème d'un illégalisme est quand il atteint à ce qu'il va appeler la société. Et donc le problème c'est qu'il ne comprend pas que la société c'est un concept aussi mythologique que Dieu, que la société ça n'existe pas, ce qui existe c'est les individus, des rapports de position, des rapports de force, des classes différentes, etc. Mais il n'y a pas eu un grand tout qui s'appellerait la société, ne serait-ce que parce que le coupable fait autant partie de la société que la victime, et donc si vous représentez la société, vous représentez le coupable et la victime, et donc vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas défendre une position parce que les deux positions font partie de la société autant et aussi légitimement. C'est intéressant l'idée de droit pénal, cette idée que le droit appartient à l'État. C'est-à-dire que le crime devient un instrument de dépossession des individus de ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qui fait que si là je vous tape, je vous fous une claque, que je vous pique 50 €,
qu'on puisse mettre en place des procédures où je dois vous dédommager. À l'amiable, entre nous. Ouais, déjà vous pouvez très bien dire je fais rien, il était énervé, c'était un jour comme ça, peut-être je l'ai énervé un peu, tant pis, on fait rien. Ou alors il me rend les 50 € et on passe à autre chose, ou je lui refous une claque, etc. Puis on sera à égalité. À la limite comme ça, on s'arrange, on arbitre entre nous, quoi. Sur de loi du talion. Mais en fait, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que si jamais l'État est au courant, on va dire non, mais en fait, c'est pas un problème entre vous deux. C'est un problème entre Geoffroy et l'État, entre la loi, donc justement la notion d'illégalisme, et donc c'est moi, procureur, qui vais attaquer la personne au nom de ce dommage causé à la société, qui vais demander en plus de la réparation civile que Geoffroy aille en amende et que Geoffroy paye une amende et que Geoffroy aille en prison. Donc en fait, on surajoute de la violence totalement inutile par rapport à des processus interindividuels et on dépossède les individus de ce qu'ils ont vécu dans des situations pratiques pour faire un face-à-face avec l'État. Et donc il y a quelque chose de totalement mythologique dans l'idée de droit pénal. Et dans l'abolitionnisme pénal, il y a l'idée inverse de dire du droit, on ne va pas faire une forme de gouvernement transcendantal. C'est-à-dire que d'en haut, on impose quelque chose aux individus, mais une forme de boîte à outils pratique que des individus, comme ils veulent, dans les situations concrètes où ils veulent, vont se servir pour trouver des solutions. Et ça veut dire que finalement, la judiciarisation grandissante des troubles que peut connaître la vie publique à travers, par exemple, la question des viols, elle engrange malgré elle cette dynamique d'une forme de double peine, avec à la fois un dommage qui est porté en effet à la victime, mais également un dommage qui est porté à l'intérêt même de l'État. Oui, et de toute façon, quels que soient les crimes, aussi graves soient-ils, comme le viol, les violences sexuelles, quand on fait des études sur d'autres formes de violences faites aux femmes, comme les féminicides ou comme les violences conjugales, à chaque fois, ce qui a été montré, c'est que l'augmentation de la pénalité et l'augmentation de la loi pénale n'a absolument pas transformé le niveau de violences qui étaient commises contre les femmes, et que très souvent, au contraire, notamment dans le cas de violences conjugales, puisque les femmes ne sont pas mortes comme dans les féminicides, le fait de les exposer à une procédure pénale va accroître des phénomènes de précarisation, va les amener à être confrontés à la personne qui les bat pendant des années, va les amener à être mis en question dans leurs témoignages, etc. Et les fait souffrir une deuxième fois, ce qui est très connu, qui s'appelle la victimisation secondaire. Et donc, en fait, c'est une manière par l'État, bizarrement, en disant qu'il vous prend en charge, de vous faire souffrir une deuxième fois. Comme si vous avez été victime d'un compagnon ou d'un mari, etc. Et il va vous rendre victime de la procédure pénale. Et c'est important de le dire ça, et je suis content que vous posiez votre question, parce que très souvent, on pense que l'abolitionnisme pénal, c'est avant tout quelque chose qui se soucie des coupables. En gros, les excuser, montrer qu'ils sont déterminés, montrer que c'est pas important de les mettre en prison, montrer qu'il faut plutôt les accompagner que les sanctionner, ce qui est vrai. Mais la tradition de l'abolitionnisme pénal est d'abord née d'un souci des victimes et d'abord dire à quel point les victimes sont dépossédées dans le procès pénal, à quel point les victimes souffrent dans le procès pénal, à quel point les victimes sont exposées à des violences procédurales extrêmement puissantes et même des coûts financiers. On sait qu'on estime le coût d'une procédure pour viol à 10 000 € pour une femme qui a été violée. Donc vous avez un coût financier en plus du coût psychique de l'agression. Et donc ça a été de dire, refondons nos institutions sur le vrai besoin des victimes, sur le vrai souci des victimes, et c'est ça aussi l'abolitionnisme pénal. Et à l'inverse, c'est vrai que le système pénal, comme on le connaît, produit cette croyance, produit cette mythologie, comme tu le disais, selon laquelle en punissant quelqu'un, il va se produire une réparation du dommage pour la victime, alors qu'en réalité, c'est pas en réprimant quelqu'un et en l'enfermant qu'il y a une restauration, une réparation du dommage qui est commis. Oui, il y a dans le punitivisme, pour reprendre un autre concept que j'utilise, il y a un dolorisme. Et il y a une idée très 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 étrange d'un point de vue de la théorie morale qui est de dire la souffrance de l'un va apaiser la souffrance de l'autre. Et qu'en fait, si jamais je fais souffrir quelqu'un, ma souffrance va aller un petit peu mieux. Alors en fait, quand vous vous rendez à des procès, moi je l'ai fait pour un livre précédent, quand vous auditionnez des gens, vous vous rendez compte que c'est une croyance. C'est-à-dire les gens y croient vraiment jusqu'au jour où la peine est prononcée, et quand ils sortent, ils disent en fait, ça m'apportera rien. De toute façon, si par exemple votre fils a été tué, si vous mettez la personne en prison 20 ans, qu'est-ce que ça change par rapport au deuil? Qu'est-ce que ça change par rapport au malheur? Si vous avez 10 femmes qui ont été violées par un homme qui prend 20 ans, qu'est-ce que ça change 20 ans par rapport à 10 femmes qui ont été violées? En fait, ça sert à rien. Et donc, en fait, on fonde toute une institution sur un dolorisme qu'on présente aux victimes comme salvateur, mais en fait, elles vont très vite se rendre compte que ça leur a rien apporté, que ça n'apaise absolument rien, que ça ne produit rien de salvateur en termes de soins de sa blessure et d'entretien de sa blessure. Et donc, je pense effectivement que l'une des formes de rationalisme qui est présente dans l'abolitionnisme, c'est de dire fondons nos institutions sur quelque chose d'absolument antidoloriste et ne pensons jamais qu'il y a quelque chose de salvateur dans la souffrance. Entre un système pénal punitif et un abolitionnisme pénal comme on le décrit là, il y a un monde, tout un système judiciaire à revoir, à commencer par le procès. Ce que la Cour a besoin de savoir, c'est est-ce que vous l'appelleriez comme ça? Il y a plusieurs sens au mot séduction. Oui, mais pour utiliser le mot séduction, il faut bien qu'il y ait quelque chose de l'ordre
de la séduction. La façon dont le témoin a répondu me semble assez claire sur le sens dans lequel elle a utilisé le mot séduction. Parce que, à plusieurs reprises, elle dit que vous l'intéressez, elle répond pas à vos questions, elle dit qu'elle aurait préféré que l'entretien se passe à Grenoble. Vous n'avez pas perçu? Elle a déjà répondu sur cet aspect. Mais non, pas très clairement, répondit mademoiselle. Extrait du film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, que tu cites dans ton bouquin, Geoffroy. On entend le procureur chargé de représenter l'État. Il crible de questions une témoin pour démontrer que la présumée coupable, Sandra Voiter, a bel et bien tué son mari. Cette scène met en lumière la façon dont le procureur, rattaché au ministère de la Justice, je le précise, peut être profondément subjectif et patriarcal. Même plus que ça... Il y a quelque chose d'insupportable dans l'idée de pénalité, c'est de quel droit tu me parles comme ça. C'est-à-dire, en fait, vous êtes né dans un État, vous n'avez jamais demandé à y appartenir, vous parlez même pas la langue, on vous a envoyé une nationalité, des papiers, on vous a dit ceci est ta loi, tu m'appartiens, voici la procédure qui gérera les conflits. Et puis des gens, des juges, des procureurs se permettent de vous dire venez dans mon bureau à cette heure-là, voici comment je vais vous parler, je vais vous humilier publiquement, je vais dire que vous êtes une lesbienne frustrée, etc. Ce qu'on voit tout le temps, dans les procès, les procureurs, les juges parlent très très mal aux accusés ou aux victimes d'ailleurs, ou à certains témoins, les mettent en question moralement, les mettent en question intellectuellement, une espèce de sadisme comme ça profondément ancré en eux. Et c'est vrai que moi, la première remarque que j'ai quand je vois un procès, c'est de quel droit les gens leur parlent comme ça. On cohabite par hasard sur la Terre en même temps 80 ans. J'ai pas choisi de signer le système pénal et de quel droit tout d'un coup je vais être forcé d'être là et de subir tes remarques, etc. et ton jugement. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire de concevoir des institutions de gestion des conflits qui émanent des individus, qui puissent choisir beaucoup plus qu'ils soient imposés par l'État et qui se donnent ces espèces de pouvoirs sadiques sur les individus. Ouais. Après, je précise que c'est vrai que finalement, entre le magistrat du parquet et le magistrat du siège, on n'a pas la même obédience. En effet, le magistrat du parquet rapporte directement au ministère de la Justice, là où les magistrats du siège ont une forme d'indépendance beaucoup plus significative. Ma question suivante, c'était dans un monde qui se dirige vers une forme d'abolitionnisme pénal, est-ce qu'il y a encore des procureurs? Autrement dit, est-ce que l'État a encore droit de citer? Est-ce qu'il a encore son mot à dire dans le système judiciaire? Alors, l'État, oui. Alors, moi, je ne suis pas anarchiste et j'essaie de décaler l'abolitionnisme de l'anarchisme parce que je crois beaucoup à l'importance des institutions. Je crois beaucoup aux fictions juridiques et à l'invention juridique, c'est-à-dire à l'idée que l'État doit nous augmenter, doit nous permettre de penser autrement les choses, exactement comme l'État instaure l'assurance maladie pour assurer la grossesse ou pour assurer des maladies qu'on peut avoir à cause de ses comportements comme la cigarette, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on l'assure collectivement. Donc l'idée que l'État est une forme d'entreprise rationnelle qui essaie de gérer différemment les choses que spontanément, de manière plus rationnelle, m'intéresse beaucoup. Et donc je ne pense pas du tout, moi, qu'on abolit le système pénal et on ne fait rien. En fait, on reconstruit des institutions, mais par contre, effectivement, on abolit l'idée de procureur. C'est-à-dire qu'on abolit l'idée selon laquelle le problème dans une société, ce serait que des actes blessent quelque chose qui s'appellerait la société. On part au contraire de l'idée selon laquelle il y a un problème dans le monde quand quelqu'un est blessé et quand quelqu'un se plaint d'avoir été blessé. Donc on part des victimes dans leur pluralité. On comprend que les actes sont différents dans les situations où ils se produisent, parce que la notion d'illégalisme, elle est homogénéisante, puisque le procès dont vous avez parlé là de Justine Triet dans Anatomie d'une chute, c'est le même si jamais c'est un braquage, c'est le même si jamais c'est des coups dans un couple, c'est le même si jamais c'est des faux papiers, c'est le même si c'est de la sédition, c'est le même si c'est un détournement de navire, c'est le même si jamais c'est un féminicide, et c'est le même si c'est un tueur en série, et ça n'a aucun sens de traiter de manière identiques, des choses extrêmement différentes, vécues différemment, produites différemment par le monde social. Donc l'idée de l'abolitionnisme, il est de dire on ne va pas faire ça. On va suspendre l'idée d'homogénéité, on va partir des situations concrètes où les choses se passent, du sens que les gens donnent à ces choses vécues dans leur particularité, que des gens vont dire je me plains, cet homme m'a blessé, cet homme m'a agressé, cet homme m'a violé, et on part de ça pour construire quelle solution on peut trouver. Et dans ce monde-là qui se dirige vers l'abolitionnisme, mais non pas vers l'anarchisme, c'est bien de le préciser, oui. Le rôle de l'expertise psychologique, psychiatrique, médicale, ce rôle qui parfois pathologise les victimes, il est remplacé par celui du sociologue, c'est ce que tu commençais à expliciter, ce rôle d'expliciter les déterminants sociaux qui fabriquent la violence? Oui, pour un très grand nombre de meurtres, faire le procès des situations serait plus intéressant que de faire le procès des individus. Tu sais, il y a à peu près 800 homicides par an en France, 900, et on en élucide 500, 600. Donc il y en a 300 par an qui ne sont pas élucidés. Donc il y a un meurtre par jour qui n'est pas élucidé en France. Mais ces individus, ils arrêtent de tuer par eux-mêmes. Ils ne tuent pas jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés, ce qu'on pourrait croire. Si jamais c'était des individus tueurs qui tuaient... Alors il y en a quelques-uns, mais les gens qui tuent, ils tuent une fois en général. Et ils arrêtent. Pourquoi ils arrêtent? Pas parce qu'ils sont arrêtés, parce que parfois on ne les retrouve pas, c'est ceux qu'on ne retrouve pas. C'est parce qu'en tuant, ils ont tué la situation qui les a fait tuer. La situation a disparu, donc ils ne tuent plus. Donc c'est la preuve
que le meurtre ne leur appartient pas à eux, sinon ils continueraient à tuer jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. C'est la preuve que c'est la situation qui les a fait tuer. Donc quand on arrête quelqu'un après un meurtre, ce dont moi je ne suis pas en opposition radicale, provisoirement dans ce que j'appelle des sanctuaires. Mais qu'à partir de ce moment-là, on produise une investigation sociologique fine des situations pratiques qui ont produit le fait que quelqu'un s'est mis à tuer quelqu'un et que de ces savoirs, on les diffuse dans la société pour prendre des mesures pour que les gens puissent se protéger quand ces situations se reproduisent dans leur vie. Ça me semblerait beaucoup plus intéressant que d'individualiser, de psychologiser, donc d'empêcher l'identification et donc d'empêcher d'autres personnes de se protéger dans le futur de ce qui s'est passé dans le passé. Quelque chose qui se développe de plus en plus également et qui va dans le sens de l'abolitionnisme pénal, c'est la médiation dans les affaires de violence conjugale, dans les conflits familiaux. Oui. Pas de juge, pas de tribunal, mais des solutions à l'amiable entre personnes concernées, un peu comme si tu me tapais dessus, on en parlait tout à l'heure. Oui, en fait, la solution importante à ça, c'est qu'on va dire, on va pas punir, on va comprendre ce qui se passe et comment on peut en sortir. Voilà. Et de faire en sorte que les individus, s'ils en ont envie, parce qu'il y a des femmes qui peuvent très bien dire « moi je veux pas de médiation, je veux partir » ou « je veux qu'ils partent », c'est tout à fait différent là encore, mais si des gens, parce que parfois dans les violences conjugales, il y a des affects bizarres, il y a des enfants, il y a des gens qui aiment des gens même s'ils sont battus, enfin, ça est très complexe, le monde social est extrêmement complexe et il faut comprendre cette complexité. Et donc en fait des processus de médiation peuvent être des endroits extrêmement importants de véridiction, parce que ce qui est important très souvent dans l'abolitionnisme pénal, c'est de dire, l'un des problèmes c'est que le punitivisme empêche la véridiction, parce que quand les gens sont soumis à la menace de la peine, ils vont mentir. Donc évidemment, si vous avez battu votre femme et que on vous dit si vous le reconnaissez, vous prenez 4 ans, en général, les gens vont nier. Ils vont dire c'est pas vrai, j'étais énervé comme ça, c'est elle qui a commencé. Et donc en fait, ça devient un espèce de falsification générale, de dénégation qui fait énormément souffrir les victimes. Si vous dites provisoirement, on va pas se poser la question de vous punir, mais on va comprendre pourquoi vous l'avez fait, qu'est-ce qui fait que vous l'avez fait, quelle situation a produit que vous l'avez fait, est-ce qu'on peut faire en sorte que vous le fassiez pas, etc. Et ben à ce moment-là, on peut rentrer dans des processus de véridiction et donc de progrès, ou alors prendre acte que ça peut pas changer et protéger la femme et la faire partir ou le faire partir lui pour que les gens soient protégés. En filigrane de ce que tu dis là, il y a aussi cette volonté d'abolir, et c'est aussi le cœur de l'ouvrage, d'abolir la catégorie de crime qui est très subjective, on l'a vu avec la notion d'illégalisme, et à la place tu y substitues cette notion de blessure. Est-ce que tu peux l'expliciter ? Oui, en fait ce qui est intéressant c'est de dire le problème dans une action humaine, c'est pas tel qu'elle transgresse la loi, c'est qu'elle blesse quelqu'un. Voilà. Et donc, c'est de sortir avec le narcissisme d'État que pose le punitivisme, qui est de penser que le problème dans la vie, c'est l'illégalisme. Le problème, c'est la violence. Le problème, c'est la blessure. Et donc, c'est de partir d'une théorie de la blessure pour reconstruire une théorie de la justice, beaucoup pire que de partir d'une théorie des illégalismes. Ce qui est important parce que, à partir de ce moment-là, vous faites sauter tout un univers énorme de criminalisation dans nos sociétés qui n'ont pas lieu d'être et qui doivent être absolument dénoncés, c'est tous les crimes sans victime. C'est-à-dire tout ce qui concerne le travail du sexe, tout ce qui concerne l'avortement dans certains pays, l'homosexualité, en Allemagne jusqu'en 1994, des gens ont été condamnés pour homosexualité, la drogue, le trafic, etc., qui concerne des individus consentants qui font des choses qu'ils veulent à leur propre corps. Donc ça ne regarde personne n'est blessé, donc il n'y a pas de problème de justice à se poser. Or, vous savez que la drogue produit un nombre de basculements biographiques, de meurtres, de violences dans certains quartiers, etc., totalement délirantes, des basculements biographiques énormes. La prostitution produit du trafic d'êtres humains extrêmement violent et extrêmement dangereux, etc., parce que c'est des activités criminalisées. Donc ça développe des trafics, ça développe comme ça des choses extrêmement dangereuses, donc les légaliser serait tout à fait nécessaire dans une optique abolitionniste. Il n'y a pas de crime parce qu'il n'y a pas de victime. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est profondément contre-intuitif. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette pensée-là, il y a quand même une forme de plafond avec ce que tu nommes dans le livre des situations limites. Dans l'idée de réduire la place de la prison et de la peine, pour les meurtres, pour les viols ou pour la grande criminalité, il peut y avoir de l'enfermement et donc il peut y avoir ces situations limites. Comment est-ce que tu mets le curseur tu vois, par exemple, une séquestration, est-ce qu'elle mérite de l'emprisonnement ? Est-ce qu'un vol à main armée mérite de l'emprisonnement ? Est-ce que c'est quand c'est l'intégrité physique de l'individu qui est engagée que l'enfermement doit être nécessaire ? Alors, je n'emploie pas le mot enfermement, parce que j'essaye justement de penser que être abolitionniste, c'est se donner la possibilité provisoirement, à certains moments, de restreindre la liberté de quelqu'un, mais dans des lieux qui auront une idéologie et une structure concrète totalement différente de la prison. Donc, en un sens, l'abolitionnisme pénal est lié à l'idée d'abolition carcérale. Donc, on abolit les prisons telles qu'elles existent aujourd'hui et le millefeuille de privation, de vexation et de souffrance qu'elles infligent, mais on ne s'empêche pas de recréer certaines formes provisoires de rétention de la liberté dans des lieux que j'appelle, après Hermann Bianchi, un grand abolitionniste italien, des sanctuaires. Donc, je ne
pense pas en termes d'enfermement, je pense en termes de restriction provisoire de la liberté. En fait, à partir de ce moment-là, il y a un principe de proportionnalité qui va se mettre en place, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire l'État ne pourra jamais infliger une souffrance supérieure à la souffrance que la personne a causée. Une arrestation et une séquestration, ce que c'en est une en un sens même dans un sanctuaire, c'est des crimes dans nos sociétés. Voilà, c'est des crimes. Donc ça veut dire que tout ce qui concerne des délits, ce qui aujourd'hui serait des délits, donc des violences contre les personnes, des vols à l'étalage, des faux papiers, etc., tout ça ne peut pas rentrer dans ça. On va limiter la possibilité de restreindre provisoirement à tout ce qui est plus grave qu'un enlèvement et une séquestration, donc évidemment le viol en série, le meurtre, l'homicide, etc., qui là peuvent déclencher provisoirement des actions de restriction de la liberté, pas seulement parce que la personne serait dangereuse, mais aussi pour elle-même, pour la comprendre, pour l'analyser, pour la déplacer, parfois pour la changer de milieu, parce que parfois il y a des gens qui sont enfermés dans un milieu et les sortir d'un milieu pendant 2 mois peut bizarrement les aider. Donc en fait, il faut être subtil, mais à partir de ce moment-là, ça devient un principe de proportionnalité et un principe comme ça, d'analyse comme ça. Et en 2 mots, ces sanctuaires, ça serait des espaces avant tout de soins. Comment tu les envisages ? Oui, alors déjà, c'est des espaces qui privent que de la liberté. Donc ils ne privent pas de la possibilité de recevoir des amis, ils ne privent pas de la possibilité d'avoir Internet, ils ne privent pas de la possibilité d'avoir un travail, ils ne privent pas de la possibilité d'avoir une vie sexuelle, ils privent que de la liberté. Donc c'est plutôt des résidences surveillées, si on veut comme ça. Un article que je cite a estimé qu'en gros, dans nos sociétés, ça concerne entre 6 et 8% des détenus actuels, quand on peut considérer qu'il est légitime provisoirement de les garder, et donc tout le monde est à peu près d'accord que c'est pas en les relâchant comme ça que ça va de soi quand on est un peu rationnel, mais que ça fait quand même 94% des gens dehors. Je tiens à dire, c'est quand même important. Non mais voilà, ça fait beaucoup d'économies, ça fait beaucoup de liberté pour beaucoup de gens. Et évidemment, le principe de ces sanctuaires, c'est qu'ils sont non doloristes. Donc le but n'est pas de faire souffrir, le but est de comprendre et le but est orienté vers l'avenir. C'est-à-dire que la prison est orientée vers le passé, c'est expier son passé, se retourner sur soi, prendre conscience. Donc c'est une espèce de ressassement individualiste de son problème. Alors que le principe du sanctuaire, c'est effectivement de déployer au contact de ces individus des sociologues, des psychologues, des urbanistes, des anthropologues, etc., qui pourront réfléchir avec lui ou elle sur ce qu'il ou elle a fait, de ce qui s'est passé, de le comprendre, etc. Et peut-être éventuellement d'arriver le plus rapidement possible à désarmer les pulsions répressives et à venir en aide pour que ça puisse précisément aller mieux dans le futur et le relâcher. C'est ici également la beauté de la philosophie, c'est cette magnifique expérience de pensée qui, à partir d'une pensée quelque part utopiste, essaie de poser les jalons d'un monde qui serait débarrassé de ce système pénal. C'est passionnant. Geoffroy, on se rapproche de la fin de l'émission déjà, et qui dit fin d'émission dit ouverture, comme dans une disserte. L'ouverture, elle porte sur ta vie future. Je vais te présenter 3 scénarios sur ce que tu pourrais devenir. À toi de choisir s'il y en a un qui te botte plus que l'autre. Nous sommes en mai 2031 et tu es devenu, Geoffroy, professeur au Collège de France à 50 ans. Félicitations, tu en es le Benjamin. Tu y enseignes la théorie critique et l'histoire des systèmes de pensée comme Michel Foucault avant toi. On murmure dans les couloirs que tu serais son héritier intellectuel. Tu deviens peu à peu la figure de la nouvelle French Theory, tu fondes à Paris le nouveau centre universitaire expérimental de Vincennes, comme celui de 68, avec l'objectif, je cite, d'inoculer une pensée radicale à une jeunesse avertie et déconstruite. Tu te retrouves dans le top 100 des personnalités les plus influentes du monde par le magazine Forbes, même Marcel Gauchet s'incline. Avec tes discours et ceux de Didier Héribon et Édouard Louis, la société valorise de plus en plus l'amitié, au point que les paparazzis ne s'intéressent plus qu'aux grandes histoires d'amitié, comme celle entre Lady Gaga et Bradley Cooper. C'est la fin du familialisme. Ou bien, Geoffroy, nous sommes en novembre 2029 et après plusieurs années de lutte invétérée, disons-le, de polémiques médiatiques et de séminaires agités par l'international réactionnaire, un certain sentiment de vide t'amène à voyager. Au Laos, tu tombes nez à nez avec le bouddhisme et l'un de ses préceptes fondamentaux, l'acceptation de l'impermanence. Rien ne dure, tout passe. La colère en toi s'évapore, fidèle au principe du prince Siddhartha, tu rentres en France et t'installes dans un ermitage du Vercors pour réfléchir à un nouveau concept, le bouddhisme critique. Tu médites sur la domination du biopouvoir à l'ère du développement personnel et sur la vacuité des identités sociales dans un monde où des hommes font des stages masculinistes. Ou alors, Geoffroy, dernier scénario, après l'échec de la gauche au présidentiel de 2027, tu décides de tout plaquer, conférences, livres, recherches, pour racheter avec Didier Héribon et Édouard Louis le Café Beaubourg à Paris. Vous y organisez notamment des brunchs marxistes et des apéros à bolo entre 2 soirées techno. Pour t'échapper de ta condition humaine, tu te réfugies dans le LSD qui, après tout, reste une porte de la perception intéressante dans un monde
en déclin. Voilà 3 scénarios échafaudés un peu à l'emporte-pièce. Est-ce que tu as une préférence ou un truc qui t'a marqué ? Mais moi, je suis comme Mélenchon, je ne rêve pas d'officialité. Donc, le premier scénario, il pourrait apparaître agréable comme ça, les deux autres, pas du tout, mais parce que être propriétaire ou alors être religieux ne me veut pas du tout. Mais c'est vrai que moi, je rêve pas d'officialité. Je rêve de quelque chose que Bourdieu appelle les freelance intellectuels, c'est-à-dire d'être un intellectuel comme ça en freelance et de pouvoir être assez libre par rapport aux questions des appartenances universitaires. En fait, il y a un truc que tu n'as pas vu dans mon futur possible, c'est que moi, l'une des choses dont je rêve, c'est d'être ministre de la Justice ou ministre de l'Intérieur et de prendre un tournant dans ma vie intellectuelle, de la compléter par une vie concrète politique dans l'appareil d'État si la gauche est au pouvoir, et de vraiment peut-être écrire des lois, réfléchir à ce qu'on pourrait faire comme réforme concrète, comme la grande tradition de Victor Hugo qui a été député, de Raoul Peck qui a été ministre de la Culture en Haïti. Il y a une tradition comme ça qui a été un peu perdue en France, d'intellectuels vraiment dans le champ politique, et c'est plutôt cette espèce de réconciliation de la déconstruction du monde et de la reconstruction qui m'intéresserait, moi. Et ma boule de cristal est un peu cassée. Voilà. J'ai hésité en plus à mettre un scénario politique. Dommage, ça c'est le quatrième. C'est le quatrième. 10 minutes pour sauver le monde, deuxième épisode, Rideau. Merci Geoffroy Lagalerie d'être passé au micro de So Good et de nous avoir présenté quelques éléments de ce dernier livre passionnant. Par-delà le principe de répression, 10 leçons sur l'abolitionnisme pénal aux éditions Flammarion. C'est des idées fortes, parfois contre-intuitives, en tout cas pour moi ça l'était au démarrage, mais résolument inattendues. On attend avec impatience ton prochain bouquin qui, vu ton rythme effréné d'écriture, devrait sortir d'ici quelques heures. Mai prochain, je pense. On l'attend, en mai prochain, ça marche. Merci également à Eleonore Terry et Victoria Lemaire pour la préparation, à Marc Limy et Sullivan Clabot pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut ! 10 minutes pour sauver le monde.